Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints, d'être revenus dans l'amphithéâtre Gaston Berger pour la suite des conférences du jour. Alors la prochaine sera donnée par Alessandro Morbidelli, ici présent, qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille au laboratoire Lagrange de l'Université Côte d'Azur et même plus précisément dans les bureaux de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Alessandro Morbidelli y dirige un programme national de planétologie et est depuis novembre 2015 membre élu associé étranger à l'Académie des sciences. Le système solaire a été pendant longtemps le seul système planétaire connu, on le sait, et depuis 1995, des planètes ont été découvertes autour d'autres étoiles. Ce sont les planètes extrasolaires. Nous connaissons désormais l'existence de milliers de planètes extrasolaires, plus de 4500 à l'heure actuelle, j'ai vérifié ce matin, et de plusieurs centaines de systèmes planétaires avec des planètes, des exoplanètes multiples. Surprise, alors que les astronomes s'attendaient que tout système planétaire ressemble au nôtre, les systèmes extrasolaires découverts à ce jour sont très différents. Et nous commençons à comprendre l'origine d'une telle diversité et à pouvoir expliquer la structure atypique de notre système qui semble due à 3 grands événements contingents et dans lequel je crois que Jupiter a une grande part de la planète Jupiter a une grande part de responsabilité. Le système solaire et les systèmes extrasolaires, différences et similitudes, c'est le titre de la conférence à suivre. Merci encore Alessandro d'être parmi nous et bonne conférence. Merci Guillaume pour l'introduction. Bon après-midi à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc voilà, comme Guillaume l'a dit, la véritable révolution de l'astronomie des derniers 20 ans est la découverte des planètes extrasolaires, c'est qui continue à poser un grand nombre de questions parce qu'on réalise justement une grande diversité des structures des systèmes planétaires qu'on observe autour des autres étoiles. Mais avançons dans l'ordre. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des planètes extrasolaires, donc des planètes qui sont en orbite autour d'étoiles autres que le Soleil, n'est pas nouvelle. Déjà Giordano Bruno, au XVIe siècle, avait imaginé que toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel ne sont rien d'autre que d'autres soleils, et donc, comme notre Soleil, pourrait être entouré d'autres planètes. Donc il avait émis l'hypothèse de la pluralité des mondes. Évidemment, à l'époque, c'était difficile de défendre ces idées-là. D'ailleurs, il fut brûlé comme hérétique. Donc, l'idée qu'il puisse exister des planètes autour d'autres étoiles, et potentiellement des planètes habitables, des planètes qui hébergent de la vie, a été au centre du débat, disons, philosophique, jusqu'à quand il passe dans les domaines de la science avec la découverte de la première planète extrasolaire, qui fut faite par Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995. Et c'est pour cette découverte qui est vraiment épocale et a révolutionné l'astronomie et la planétologie que Mayor et Queloz ont reçu les prix Nobel à juste titre en 2019. Donc la planète découverte par Mayor et Queloz était une planète d'environ presque la masse de Jupiter, autour de l'étoile 51 Peg de la constellation du Pégasus, donc ça s'appelle 51 Peg B. Donc une planète un peu moins massive que Jupiter, mais de l'ordre de la masse de Jupiter, donc jusqu'à là, rien de particulièrement spécial et étonnant. Mais ce qui est étonnant est que cette planète se trouve à une distance de son étoile centrale qui est 1/10 de la distance entre Soleil et Mercure. Alors que chez nous, Jupiter est très loin, 5 fois la distance Terre-Soleil. Et on ne s'attendait pas du tout à l'existence des planètes de type jovien si près de leur étoile parent. Avant de développer davantage cette discussion, je voudrais ouvrir une parenthèse sur comment on voit les planètes extrasolaires. Parce qu'on dit, on a vu les planètes extrasolaires, on a découvert les planètes extrasolaires, mais en fait, les planètes ne sont presque jamais vues directement. On déduit leur existence par des techniques, donc on appelle ça des méthodes de découverte indirectes. Donc une technique très importante, celle employée par Mayor et Queloz pour la découverte de 51 Peg, est celle de l'effet Doppler. Donc quand vous avez une planète qui est en orbite autour de son étoile centrale, en réalité, l'étoile centrale n'est pas fixe et la planète tourne autour, mais aussi bien l'étoile que la planète tournent autour d'un barycentre commun. Donc l'étoile doit aussi bouger
et a aussi une petite orbite autour du barycentre commun. Donc la planète, vous ne la voyez pas, mais vous voyez l'étoile. Et si vous êtes placé d'une façon que la planète, l'étoile, le long de son orbite, parfois s'approche de vous et parfois s'éloigne de vous, sa luminosité change de fréquence. Quand l'étoile s'approche à vous, son spectre un peu décalé vers le bleu. Quand l'étoile s'éloigne de vous, son spectre un peu décalé vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est un effet qu'on connaît très bien en acoustique. C'est pour ça que quand il y a une voiture de police qui s'approche de vous, vous entendez un son aigu. Et quand elle s'éloigne, vous entendez un son grave. C'est la même chose dans la lumière. Et donc, en observant ce décalage de la lumière de façon périodique, on arrive à mesurer l'orbite de l'étoile et donc à déduire qu'il y a un compagnon qui fait bouger l'étoile autour d'un barycentre et calculer la période orbitale, bien sûr, qui est la même pour les compagnons et pour l'étoile, et aussi les rapports de masse entre l'étoile et la planète. Et si on connaît la masse de l'étoile, parce que grâce à la physique stellaire, on sait calculer la masse des étoiles étant donné leur spectre, on déduit donc la masse de la planète. Donc ça, c'est une des méthodes de détection, la détection par effet Doppler. Il y a une autre méthode de détection, conceptuellement plus simple. Si vous avez la chance et vous regardez l'étoile et la planète par la tranche, la planète, de temps en temps, passe devant l'étoile et donc il y a une mini-éclipse. Un peu comme quand la Lune passe devant le Soleil. Mais quand la Lune passe devant le Soleil, elle occulte entièrement le Soleil. Donc, il devient noir, c'est la nuit qui tombe. Là, la planète est beaucoup plus petite par rapport à l'étoile. Donc, c'est une minuscule chute de la luminosité que, pour les astronomes amateurs, se chiffre dans la millimagnitude. Mais aujourd'hui, on sait mesurer ces variations de luminosité. Et évidemment, ces variations de luminosité sont aussi périodiques. Et donc, à partir de cette période, on calcule la période orbitale de la planète et la profondeur de l'éclipse, donc la baisse de luminosité, vous donne une mesure du rayon de la planète par rapport au rayon de l'étoile. Encore une fois, si on connaît les rayons de l'étoile par le biais de la physique stellaire, on arrive à calculer les rayons de la planète. Donc, en fait, la première méthode, la méthode des vitesses radiales, vous donne la masse de la planète. La deuxième méthode vous donne les rayons de la planète. Et après, pour lier les deux, il faut savoir de quoi est faite la planète. Et c'est seulement si on a de la chance et on peut voir la planète aussi bien en transit et donc mesurer son rayon par le biais de l'éclipse que par vitesse radiale et donc mesurer sa masse par le biais du mouvement de l'étoile, qu'on peut calculer la densité moyenne de la planète. Et donc, on est capable de dire si la planète est une gazeuse, ou une planète solide, ou une planète solide avec une certaine atmosphère, etc. Donc ça, c'est la méthode de transit. C'est une méthode qui est faite essentiellement de l'espace, même s'il y a des surveillants au sol qui font des détections des planètes extrasolaires par transit. Les télescopes français Corot fut le premier à découvrir des planètes extrasolaires dans l'espace par transit. Après, évidemment, là, ça a réveillé les convoitises de la NASA, donc avec les satellites Kepler et maintenant TESS. Il y a énormément de planètes qui sont découvertes par cette technique et l'Agence spatiale européenne répondra bientôt avec les télescopes spatiaux Plateau qui est censé même découvrir des planètes comme la Terre par cette technique. Mais aussi bien éclipse qu'effet Doppler, c'est plutôt des méthodes indirectes. On ne voit pas vraiment la planète, seulement ses effets sur le mouvement de l'étoile ou sur sa luminosité. Dans certains cas, on est vraiment capable de voir les planètes. Mais il faut qu'elles soient des planètes géantes, jeunes pour être très brillantes, très chaudes, et très loin de l'étoile centrale pour que la lumière de l'étoile centrale ne nous embête pas trop. En fait, la lumière de l'étoile centrale embête toujours, mais on a des techniques appelées des coronographies qui permettent d'éteindre la lumière de l'étoile centrale. Ça laisse un peu de crasse autour, mais bon, on arrive pas mal. Et alors, la lumière des planètes peut ressortir. Et là, ce que vous voyez, ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas une animation, ce n'est pas une simulation, c'est un film tiré d'images réelles. Donc, ce système planétaire a été observé environ sur une dizaine d'années, à partir de 2009 jusqu'à 2020. Et là, on regarde les images prises au télescope en séquence et on voit les planètes se déplacer en orbite autour de l'étoile centrale qu'on a éteinte. Donc là, on est vraiment en train de voir avec nos yeux un système extrasolaire, planétaire extrasolaire en mouvement.
Et je dois dire, moi j'ai commencé à travailler comme astronome professionnel en 1990 à peu près, et à l'époque, jamais j'aurais rêvé d'arriver à ce point de mon vivant. Donc la technologie a vraiment bluffé tout le monde, y compris les personnes qui travaillaient dans les milieux. Donc là, on voit 4 planètes géantes dont les masses sont très grandes, de l'ordre de 5 à 10 fois les masses de Jupiter, et sont des planètes très distantes. L'étoile centrale, cette longueur-là est l'équivalent de 20 unités astronomiques, donc la distance Soleil-Uranus. Et donc la planète la plus proche de l'étoile centrale, à peu près à la distance de Neptune au Soleil, et les autres sont encore beaucoup plus loin. Nous, on n'a pas des planètes aussi loin. Voilà, après cette parenthèse, revenons à la description des systèmes planétaires extrasolaires, mais justement pour bien apprécier leur diversité par rapport aux nôtres, commençons du nôtre, par les nôtres. Donc notre système solaire a une structure bien spécifique. Notre système solaire est particulièrement bien structuré. Donc on a 8 planètes, et ces 8 planètes sont séparées en 2 groupes. Dans la partie plus interne, plus près du Soleil, on a les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Sont des planètes relativement petites. La Terre est la planète la plus grande parmi ces 4. Et sont des planètes rocheuses, même si la Terre a une atmosphère, Vénus a une atmosphère, la masse totale de l'atmosphère par rapport à la masse totale de la planète est pratiquement négligeable. Plus loin, à partir d'une distance qui est 5 fois la distance Soleil-Terre, on a les planètes géantes. Donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc ce sont des planètes dites géantes parce que le sont. Jupiter pèse 300 fois la masse de la Terre, Saturne 100 fois la masse de la Terre, Uranus et Neptune 15-17 fois la masse de la Terre. Et donc, évidemment, on porte bien leur nom, elles sont vraiment des grosses planètes en taille et en masse. Mais ce sont aussi des planètes différentes. Alors que les planètes telluriques sont faites essentiellement des roches, ces planètes-là sont faites essentiellement des gaz, ou au moins les gaz ont une partie importante de leur masse. Par exemple, Jupiter, 300 masses terrestres, mais de ces 300 masses terrestres, 260 masses terrestres sont faites d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz qui composent le Soleil. Donc, grosso modo, Jupiter a la composition du Soleil. Et la partie solide est vraiment une minorité de la masse de la planète. Saturne, pareil, 100 masses terrestres. Et ces 100 masses terrestres, au moins 70, sont faites d'hydrogène et d'hélium. Uranus et Neptune sont un peu intermédiaires. C'est pour ça que parfois on les appelle les géantes des glaces, parce que la masse de l'hydrogène et de l'hélium est probablement 2-3 masses terrestres par rapport aux 15 masses terrestres totales. Mais donc, c'est des planètes qui contiennent beaucoup de gaz primordiaux, les gaz qui ont constitué le Soleil et qui devaient constituer les disques autour du Soleil quand les planètes sont nées. Une autre caractéristique claire de notre système solaire est que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans la même direction, sur des orbites qui sont pratiquement circulaires et sont pratiquement sur les mêmes plans. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que déjà au XVIIIe siècle, les savants comme Laplace avaient déduit que les planètes doivent se former dans un disque pour pouvoir avoir des orbites si circulaires et si coplanaires. Et donc, jusqu'à la découverte de la première planète extrasolaire, on pensait, toute la communauté pensait que, vu que les lois de la physique sont universelles, et donc sont les mêmes dans l'univers, tout système planétaire autour de toute étoile, grosso modo, aurait dû sembler au nôtre. Évidemment, avec des petites différences, mais toujours avec des planètes petites et telluriques et rocheuses plus près de l'étoile, des grosses planètes gazeuses plus loin, des orbites circulaires, des orbites coplanaires, des choses assez semblables. Et là, donc la grosse découverte, déjà avec 51 Pec-B, où on trouve un Jupiter qu'au lieu d'être là, est ici à 1/10 de la distance Soleil-Mercure. Non, pas du tout ce qu'on voit dans le système solaire. Est-ce que c'était une anomalie? Non, pas du tout. Aujourd'hui, comme a dit Guillaume, on connaît 4000 planètes extrasolaires, plusieurs centaines de systèmes planétaires, donc avec plus d'une planète autour de la même étoile. Là, je montre dans ce diagramme la distribution de ces planètes extrasolaires par rapport à leur distance à l'étoile centrale, en unité astronomique, la distance Terre-Soleil, donc la Terre serait à une unité astronomique. Et là, sur l'autre axe, c'est leur masse, en masse de Jupiter. En bleu, c'est les planètes découvertes par la méthode de vitesse radiale que j'expliquais tout à l'heure. En rouge, par la méthode des transits. Voilà, mais peu importe. Et j'ai mis, pour avoir un repère, nos planètes à nous, Vénus, la Terre, Jupiter et Saturne, dans ces diagrammes pour pouvoir comparer. Et donc, comme vous voyez, déjà, les planètes extrasolaires tombent dans une région de l'espace des paramètres où nous n'avons pas de planètes. Et pourtant, il y en a beaucoup autour d'autres étoiles.
Et les planètes extrasolaires peuvent se regrouper en 3 gros groupes, hein, c'est évident à l'œil. Il y a ces groupes ici internes qu'on appelle les groupes de Jupiter chaud, parce que c'est des planètes à peu près de la masse de Jupiter, mais comme 51 Pec-B, très proches à l'étoile centrale. Donc, elles sont fortement irradiées par l'étoile. L'atmosphère est vraiment chaude. Donc, portent bien leur nom, Jupiter chaud, parce qu'ils ont une atmosphère avec une température de milliers de degrés. Plus loin, il y a un autre groupe de planètes géantes, mais elles sont plus loin, donc sont moins irradiées du Soleil. Donc on les appelle plutôt Jupiter tiède. Et il y a un peu un trou entre les deux, hein, qui est réel. Donc il y a certes des planètes entre les deux groupes, mais c'est une minorité. Donc les planètes géantes tendent vraiment à se grouper entre Jupiter chaud et Jupiter tiède. Et donc ces Jupiter tièdes sont plus loin. Certains sont si loin que Jupiter. Vous voyez que Jupiter tombe un peu dans les champs de Jupiter tiède, mais beaucoup sont beaucoup plus près. Vous voyez, leur distance à l'étoile centrale est de l'ordre de l'unité astronomique. Donc ce sont des planètes comme Jupiter, mais au lieu de se trouver aussi loin que Jupiter, se trouvent plutôt à une autre place. Ce qui fait mal penser à la possible existence d'une Terre, vu qu'il y a une planète géante à la place de la Terre. Et donc ça, c'est le deuxième groupe. Et après, le troisième groupe, celui qu'on appelle des super-terres, on parlera beaucoup vers la fin de cette conférence. Donc, c'est des planètes de masse intermédiaire entre la Terre et Uranus et Neptune. Et elles aussi se trouvent beaucoup plus près de l'étoile que nos planètes telluriques, typiquement beaucoup plus près de l'étoile de Vénus, souvent même plus près de l'étoile que Mercure. Donc, quelles leçons on tire de ces premiers 4000 planètes extrasolaires qu'on a déjà découvertes en faisant un peu des statistiques? Bon, la première leçon est que 50% à 70% des étoiles ont des planètes qui n'ont pas d'analogue dans les systèmes solaires. Des Jupiter chauds, des Jupiter tièdes, des super-terres, des choses qu'on n'a pas ici. Okay. L'autre chose qu'on tire, et comme vous voyez sur ce diagramme, à l'exception de Jupiter, on n'a pas encore découvert d'autres planètes extrasolaires qui sont équivalents aux planètes à nous, comme la Vénus, comme la Terre, comme Saturne, Uranus. Mais ça, c'est plutôt un biais observationnel. Les planètes comme Vénus, la Terre, Saturne, Uranus et Neptune sont très difficiles à détecter parce qu'elles ne sont pas très massives, ne sont pas très proches de l'étoile, donc ne font pas bouger suffisamment l'étoile et la probabilité qu'ils passent devant est infime, mais ne sont pas suffisamment loin non plus pour les voir par imagerie directe. Donc le fait qu'on n'ait pas encore connu aujourd'hui des planètes semblables à la Terre, à Vénus ou semblables à Saturne, c'est un biais observationnel, elles peuvent exister. Jupiter est la seule planète qu'on peut découvrir autour d'une autre étoile avec notre technologie actuelle. Donc, si on pose la question de est-ce que notre système solaire est typique ou atypique, bon, déjà, il ne peut pas être typique parce que 50 à 70% des étoiles ont des planètes qu'on n'a pas ici. Mais est-ce qu'il est rare? Est-ce qu'il est assez commun? Est-ce qu'il est super rare? Du point de vue observationnel, vu que la seule planète de notre système solaire qu'on pourrait observer autour d'une autre étoile est Jupiter, la question devient quelle est la fréquence, quelle fraction des étoiles est équivalente du couple Soleil-Jupiter. Parce que c'est là on peut le voir, et donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et donc, allons voir quelle fraction des étoiles rassemble au couple Soleil-Jupiter, et ça sera une borne supérieure, évidemment une estimation sur une borne supérieure à quelle est la fréquence d'un système planétaire comme les systèmes solaires dans la galaxie. Alors, donc quelle est la fréquence des couples Soleil-Jupiter? Alors, dans un rayon de 30 années-lumière, il y a 414 étoiles. Ces 414 étoiles sont très bien connues, on connaît leur luminosité, leur masse, leur température, et on peut les classer. Et on les classe donc en groupes selon leur masse, leur température, leur luminosité sont corrélées. Donc, vous pouvez choisir la grandeur que vous voulez. Et le Soleil est une étoile de type G. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont moins massives, sont plus petites, donc sont plus froides, moins lumineuses, plus rouges. Et il y a de moins en moins d'étoiles, plus elles sont massives. Et donc, il y a environ seulement 10% des étoiles qui sont de la même catégorie du Soleil. Les autres étoiles sont plus massives, mais surtout, la plupart des étoiles sont des étoiles de plus petite masse. Donc, seulement 10% des étoiles sont des étoiles de type solaire. Après, on peut aller voir de quelle fraction des étoiles de type solaire ont une planète de la masse de Jupiter. Et les statistiques observationnelles montrent qu'environ 10%
des étoiles ont des planètes de masse jovienne. Okay? Mais ces planètes de masse jovienne ne ressemblent pas toutes à Jupiter. En particulier, leurs orbites peuvent être très différentes. Bon, déjà, je vous ai parlé des Jupiter chauds, donc des planètes comme Jupiter qui ont des orbites très proches à l'étoile centrale, donc c'est très différent des Jupiter. Mais quand on va vers les Jupiter tièdes, vous direz, bon, ok, là, on s'approche à Jupiter, c'est bon. Pas du tout. La plupart des Jupiter tièdes, en fait, ont des orbites extrêmement elliptiques. Donc, ils s'approchent beaucoup au Soleil au péricentre, et à leur étoile, bien sûr, au péricentre, et s'éloignent beaucoup à l'apocentre. Alors que notre Jupiter à nous a une orbite pratiquement circulaire. Et donc, si on regarde quelle fraction des planètes des masses joviennes ont une orbite comparable à Jupiter, loin de l'étoile centrale et circulaire, on verra plus tard pourquoi c'est si important que la planète géante soit sur une orbite circulaire, on découvre que seulement 10% des planètes des masses de Jupiter ont une orbite semblable à Jupiter. Et donc voilà, à chaque fois, on a une probabilité inférieure à 1, donc la probabilité totale, elle produit des probabilités. Donc vous avez que seulement 10% des étoiles rassemblent au Soleil. De ces étoiles qui rassemblent au Soleil, seulement 10% ont une planète qui a une masse comme celle de Jupiter. De ces-là, seulement 10% ont cette planète de masse de Jupiter sur une orbite comparable au Jupiter. Et puis vous pouvez ajouter que seulement la moitié des étoiles n'ont pas de super-Terre, comme le Soleil. Donc vous faites les produits 1 sur 2000. Donc ça veut déjà dire qu'au niveau du couple Soleil-Jupiter, notre système solaire est tout au plus, on le retrouve tout au plus autour d'une étoile sur 2000. Une étoile sur 2000. Ce n'est pas du tout le système typique. Donc c'est vraiment une révolution par rapport à ce qu'on s'attendait avant 1995. Et évidemment, notre système solaire est bien plus complexe que le simple couple Soleil-Jupiter. Donc si on regarde le système solaire plus en détail, est-ce qu'il y a une Terre? Est-ce que cette Terre est à la bonne place du Soleil pour être habitable? Une orbite quasi circulaire, etc. Évidemment, la probabilité sera encore moindre. On ne sait pas l'évaluer du point de vue observationnel, mais sera encore moindre. Évidemment, bon, ces petites probabilités sont faibles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, et donc même si la probabilité de trouver un couple Soleil équivalent au couple Soleil-Jupiter est de 0,05%, ça veut dire qu'il y a quand même dans la galaxie 50 millions de couples Soleil-Jupiter, analogue au couple Soleil-Jupiter, donc candidat système solaire, candidat, parce qu'après on voudrait voir toutes les autres propriétés pour les comparer vraiment à notre système. Mais comme je vous disais, pour le moment, observationnellement, il faut s'arrêter au couple Soleil-Jupiter. Et si on veut essayer d'aller plus loin, c'est là qu'il faut utiliser la théorie, les modèles, essayer de comprendre comment le système planétaire se forme, quelles sont les interdépendances entre la formation d'un Jupiter, la formation des autres planètes, etc. Et ça, c'est un peu mon métier, donc c'est de ça que je voudrais vous parler un tout petit peu. Et pour faire ça, donc, on va faire un peu un ABCD de la formation planétaire, très simplement. Donc, quand une étoile se forme, elle est entourée par un disque de gaz et de poussière. Et ça, c'est la conséquence de la chute du gaz vers l'étoile en formation et le fait que le gaz a une petite rotation. Donc, dans ce mouvement de chute, il ne peut pas entièrement tomber sur l'étoile centrale, mais il doit d'abord se placer en orbite autour de l'étoile centrale, sur un disque, et après, plus doucement, être accrété par l'étoile. Et c'est bien cet argument qu'avait utilisé Laplace pour déduire que les systèmes planétaires doivent naître dans des disques, que donc on appelle des disques circumstellaires ou disques protoplanétaires. Aujourd'hui, la formation des planètes dans les disques, c'est plus un modèle, c'est plus une théorie comme à l'époque de Laplace. On observe les disques protoplanétaires et on observe qu'autour de chaque étoile jeune, il y a bien un disque protoplanétaire. Donc, dans ces disques protoplanétaires, il y a du gaz et des poussières. Donc là, ce petit symbole représente les poussières. Les poussières tendent à sédimenter sur les plans médians, les plans équatorial de l'étoile, et aussi à drifter radialement, donc à s'approcher à l'étoile. Mais on a découvert qu'ainsi faisant, par des jeux d'interaction poussière-gaz hydrodynamique un peu compliqués, les poussières, pendant leur dérive vers l'étoile, ont tendance à s'agglomérer, à former des amas de poussière. Et ces amas de poussière, dans certains cas, peuvent atteindre des densités telles que l'autogravité collective de toutes ces poussières les garde ensemble.
Donc les poussières ne collent pas vraiment les unes aux autres, mais c'est leur gravité collective qui les lie les unes aux autres, et du coup, elle ne peut plus partir et se disperser dans les disques. Cet amas de poussière autogravitant ne peut donc que se contracter lentement pour former un objet macroscopique solide qu'on appelle un planétésimal, en plural planétésimaux, donc des objets d'environ une cinquantaine de kilomètres, analogues aux astéroïdes, dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, ou aux objets de la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune. On pense donc que ceux-là sont ce qui reste des planétésimaux originels qu'il y avait dans les systèmes solaires. Donc les planétésimaux ne sont pas encore des planètes, ce sont des objets intermédiaires, quelques dizaines, centaines de kilomètres. Donc il faut encore grossir davantage pour devenir planète. Et voilà, donc là, le planétésimal. Mais le planétésimal est toujours enfoui dans les disques circumstellaires, peut rentrer en collision avec d'autres planétésimaux qui donc peuvent fusionner par leur gravité. Et aussi, les planétésimales peuvent continuer à capturer des poussières qui dérivent dans les disques. Et donc, par collision des planétésimaux et capture d'autres poussières, ces planétésimaux peuvent grossir davantage pour devenir ce qu'on appelle des protoplanètes ou des embryons planétaires. Bon, c'est à peu près des terminologies, des synonymes dans la terminologie. Bien, donc c'est comme ça qu'on arrive à former relativement rapidement des protoplanètes autour de l'étoile dans les disques circumstellaires. Les disques n'est pas partout pareil. Par exemple, il y a un fort gradient de température dans les disques circumstellaires. Il fait très chaud près de l'étoile, très froid loin de l'étoile. C'est assez évident. Et donc, la matière solide qui est disponible dans les disques sous forme de poussière est différente parce que dans la partie chaude du disque, on peut avoir sous forme solide seulement des matières réfractaires, des matières qui restent solides à haute température comme les silicates. Et il faut aller suffisamment loin dans les disques, au-delà d'une distance imaginaire qu'on appelle la ligne des glaces, pour que des matériaux plus volatiles, comme l'eau, puissent condenser. L'eau, par exemple, c'est là sous forme de vapeur entre le Soleil et la ligne des glaces, et sous forme de glace, donc ligne des glaces, au-delà. Et donc, au-delà de la ligne des glaces, on a plus de matériaux solides, parce qu'on n'a pas seulement les réfractaires à notre disposition, on a à notre disposition aussi bien les réfractaires que les glaces. Et en plus, les glaces sont très collantes par leurs propriétés chimiques, et donc permet de faire des grains de poussière plus gros par rapport aux grains de poussière silicatées qui sont dans les disques internes. Ces deux effets, donc le fait qu'il y ait plus de masse solide au-delà de la ligne des glaces et sous forme de poussière plus grande, fait si que les protoplanètes qui se forment sont plus massives, plus grandes au-delà de la ligne des glaces qu'en deçà de la ligne des glaces. Typiquement, au-delà de la ligne des glaces, on peut avoir la formation de protoplanètes de plusieurs masses terrestres, alors qu'en deçà de la ligne des glaces, entre la ligne des glaces et le Soleil, puisqu'on a à disposition que les silicates, et les silicates forment que de petites poussières, les protoplanètes qu'on forme, on pense, ont des masses qui tout au plus sont équivalents à la masse de Mars, donc même pas la masse de la Terre. Mars est un dixième de la masse de la Terre. Donc un dixième de la masse de la Terre pour ces objets-là, quelquefois la masse de la Terre pour ces objets-là. Une grande différence dans le système, en masse des protoplanètes qu'on forme dans les disques, avec les planètes plus grandes, plus loin. Et jusqu'ici, tout ce que je vous raconte devrait être plutôt général. Tout ce que je vous ai dit, donc la formation d'un disque, c'est une propriété générale d'une étoile qui se forme, le fait que les disques soient chauds près de l'étoile, froids loin de l'étoile, c'est générique, que donc il y ait de la glace seulement dans les disques externes, c'est générique, et donc que les grosses planètes se forment loin et des petites protoplanètes près de l'étoile, ça devrait être générique aussi. Donc d'où vient cette diversité qu'on observe si jusqu'à présent tout est assez générique et général? Eh bien, il y a encore un processus physique qui est général, qui est la migration planétaire. Quand une planète se forme, elle interagit gravitationnellement avec les fluides, les gaz du disque qui l'entoure. Et cette interaction gravitationnelle induit la planète à se déplacer vers l'étoile. Mais ce mouvement des migrations dépend de la masse de la planète. Si la planète est petite, c'est un mouvement très lent, presque négligeable. Mais si la planète est grande, c'est un mouvement important. Et donc, les petites planètes qu'on forme typiquement près de l'étoile ne migrent pas beaucoup, parce qu'elles sont très petites, comme je disais, ou tout au plus la masse de Mars. Mais les grosses planètes qu'on forme au-delà de la ligne des glaces, elles migrent significativement.
Et donc, elles changent de place et rentrent dans les systèmes internes, là où il y avait les planètes rocheuses, les petites planètes rocheuses. Et vous comprenez que bon, cette invasion, évidemment, c'est le grand chamboulement. Et les planètes se rencontrent entre elles, se déstabilisent, et on pense que justement ces processus de migration qui crée une évolution chaotique, qui peut générer une grande diversité des systèmes finaux, parce que selon les conditions initiales, les conditions de l'environnement, l'évolution du système peut prendre des chemins différents. Et pour vous illustrer ces propos, je vais vous donner quelques exemples, sans aucune prétention d'être exhaustif, bien sûr. Donner 3 exemples de comment, par le biais du jeu de l'accrétion et migration, on peut former des systèmes planétaires complètement différents. Donc, prenons par exemple ce que j'appellerais moi les systèmes typiques. Donc, on a une étoile, un disque circumstellaire. À chaque fois que vous voyez ces triangles, ça veut dire qu'on est encore dans une phase précoce enfouie dans les disques circumstellaires. On a des petites planètes rocheuses là à l'intérieur de la ligne des glaces que je n'ai même pas mis sur ce dessin. Les plus grosses planètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces. Et là, j'ai placé nos planètes telluriques à nous, juste pour donner un repère sur ce diagramme. L'axe horizontal est la distance étoile-planète. Donc, typiquement, la ligne des glaces est bien plus loin que la distance Terre-Soleil. Donc, ces grandes planètes se forment à des distances de 5, 10 fois la distance Terre-Soleil. Voyons ce qui se passe. On fait tourner une simulation à l'ordinateur. On a que ces planètes qui sont nées au-delà de la ligne des glaces, elles migrent. Elles migrent et donc vont traverser les disques internes. S'il y avait eu des planètes en formation, évidemment, elles sont balayées par ces processus. Elles vont migrer vers l'étoile jusqu'où? Est-ce qu'elles tombent dans l'étoile? Non, il paraît qu'elles ne tombent pas dans l'étoile. C'est pour ça qu'on voit autant de planètes proches de l'étoile. Parce que probablement, les disques circumstellaires ne s'étendent pas jusqu'à l'étoile. Il y a une zone, il y a un trou au centre du disque dû à des phénomènes magnétiques, au champ magnétique de l'étoile. Et donc les planètes migrent jusqu'à s'arrêter au bord interne du disque, donc pas tout à fait sur l'étoile, mais à quelques fractions de dixièmes d'unité astronomique. Et là, leur migration s'arrête. Donc les planètes s'empilent les unes sur les autres. S'il y en a trop, le système peut être instable, donc les planètes peuvent rentrer en collision entre elles et diminuer leur nombre, pour former in fine un système stable en quelques millions d'années pendant la vie du disque. Donc ça, c'est l'équivalent des super-terres qu'on observe autour de 50 à 70% des étoiles. Donc des planètes qui ont des masses intermédiaires entre la Terre et Uranus. Là, les couleurs représentent les masses. Donc jaune, c'est 7 masses terrestres, par exemple. Cet orange-là, c'est 20 masses terrestres, un peu plus massif qu'Uranus. Vert, c'est 3-4 masses terrestres, donc vous avez des jeux de masses tout à fait comparables avec les super-terres observées, et à des distances très proches à l'étoile centrale, bien plus petites que la distance Soleil-Vénus, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça pourrait être ce qui arrive dans la plupart des cas et aboutit à la formation d'un système de super-terres très proche à l'étoile centrale. Mais il y a aussi des étoiles qui n'ont pas de super-terre, et particulièrement le Soleil n'a pas de super-terre. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de différent qui ne produit pas des super-terres et produit quelque chose de différent? Bon, reprenons notre système, donc avec des protoplanètes de masse considérable seulement au-delà de la ligne des glaces. Donc là, j'ai changé un peu l'échelle, mais j'ai toujours mis Vénus, la Terre et Mars comme repère, pour voir où est-ce qu'on est par rapport à l'étoile. On est toujours dans les disques. Là, maintenant, supposons que parmi ces protoplanètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces, la plus interne, la plus proche de la ligne des glaces, devient par chance un peu plus massive. Et donc, grâce à cette masse plus importante, elle arrive à capturer une partie du gaz du disque. Et donc, cette planète devient un peu comme Jupiter, donc autour d'un noyau rocheux, elle accrète beaucoup de masse terrestre, de gaz, et devient donc une planète géante. Alors, une planète géante, par sa masse, migre aussi, mais migre moins vite que les planètes de 5-10 masses terrestres. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un fait. Et donc, ce qui se passera dans ces cas-là est qu'on aura la migration de la planète géante, mais beaucoup plus lentement par rapport au temps. Et les planètes derrière, elles vont migrer beaucoup plus vite. Donc, elles voudraient traverser tout le disque et arriver au bord interne du disque, comme on l'a vu dans la simulation précédente. Mais il y a la planète géante dans leur pied. Et ce n'est pas facile à doubler, planète géante. C'est un peu comme si vous conduisez une voiture en montagne, vous avez un camion ou un bus devant vous, ce n'est pas facile de doubler, même si vous avez une voiture rapide.
Et c'est pareil pour ces protoplanètes. Donc, elle voudrait migrer, mais il y a la planète géante, elle ne peut pas passer. Elle se cale derrière la planète géante. Évidemment, elle s'amasse, donc il n'y a pas trop de place pour que tout le monde puisse exister. Donc, il y a certaines collisions. Donc, vous avez vu, les planètes ont grandi en masse. Elles étaient toutes vertes au départ, 3-4 masses terrestres. Maintenant encore, il y a des masses de planètes rouges, jaunes. Donc, on grossit à 5, 10, 15 masses terrestres. Donc, là, du coup, on n'a plus de super-terres chaudes, parce que tous les candidats super-terres sont restés derrière la planète géante. Et vu que la planète géante migre plus lentement, en 5 millions d'années, qui est la vie du disque, la planète géante est descendue vers l'unité astronomique et demie, c'est un légitime Jupiter tiède, et donc les autres n'ont pas pu atteindre les bords internes du disque, n'ont pas pu s'égarer à côté de l'étoile. Donc ça, c'est pour être ce qui se passe quand on voit une étoile qui n'a pas super-terre. Et ça commence à rassembler un peu au système solaire, hein, parce qu'il y a Jupiter, il y a d'autres planètes derrière. Bon, mais ce n'est pas tout à fait notre système solaire, parce que Jupiter est à la place de Mars. Et donc, ouais, évidemment, notre système solaire est différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore dans notre système solaire? Notre système solaire pourrait avoir eu encore plus de chances. Pas seulement la planète la plus proche à la ligne des glaces était devenue suffisamment grande pour accréter du gaz, devenir planète géante, devenir Jupiter, mais la deuxième aussi, elle est accrétée beaucoup de gaz, est devenue massive, est devenue Saturne. Et on peut démontrer que s'il y a un couple Jupiter et Saturne, donc avec un rapport de masse à peu près 3 à 1, il y a un jeu gravitationnel un peu compliqué qui arrête la migration de ces planètes-là. Ou bouge peut-être, mais pas de beaucoup, peut bouger plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette condition? Faisons tourner la simulation. C'est comme tout à l'heure, les autres protoplanètes voudraient migrer vers les bords internes du disque pour devenir super-terre chaude, mais là, maintenant, ils n'ont pas un camion à dépasser sur une route des montagnes, ils en ont 2, donc c'est carrément impossible. Donc, elles restent derrière, elles calent derrière Jupiter et Saturne. Comme tout à l'heure, il n'y a pas assez de place, donc elles collisionnent. Là, on a 4 protoplanètes. Et si on a un peu de patience, même ces 4 protoplanètes-là ne sont pas stables, elles vont encore collisionner et vont former à la fin 2 seules planètes qui ont 15 masses terrestres. Et donc, ce serait l'équivalent d'Uranus et Neptune. Donc ça, en fait, c'est les modèles qu'aujourd'hui, elle est plus créditée pour la formation d'Uranus et Neptune derrière Jupiter et Saturne. Donc, on a... Et Jupiter, grâce à l'effet de Saturne, n'a pas migré, et donc il reste à peu près proche de la ligne des glaces où il s'était formé. Il n'est pas devenu un Jupiter tiède, il n'a pas envahi la région des planètes telluriques. Et ça, c'est une clé, parce que Jupiter reste loin, la région des planètes telluriques reste relativement isolée, personne ne la touche, il n'y a pas de planète qui migre à travers, il n'y a pas un Jupiter qui arrive très proche, donc ça reste une sorte de zone protégée. Et c'est grâce à cette zone protégée que les petites protoplanètes rocheuses, qu'au départ avaient juste la taille de Mars, ces petites protoplanètes dont je parlais il y a quelques slides, que, restant tranquilles, petit à petit, ont collisionné entre elles et sur une échelle de temps de 100 millions d'années, ont formé Vénus et la Terre. Donc voilà, vous voyez comme par ces jeux d'accrétion et migration, selon les masses que les planètes peuvent acquérir, plus ou moins par hasard, on a des chemins évolutifs et migratoires différents qui aboutissent à des structures très différentes. On peut avoir des systèmes... Alors, j'ai même perdu des piles. On peut avoir des systèmes avec des super-terres, on peut avoir des systèmes sans super-terre, mais avec des Jupiter tièdes, donc pas planètes telluriques. On peut avoir des systèmes comme nos systèmes solaires, avec les planètes géantes très loin, et la région interne reste calme, et les petites planètes ont pu s'accréter. Donc, si on croit à ces modèles, évidemment, c'est des modèles, et on n'a pas encore la preuve observationnelle, c'est clair que pour avoir un système solaire, il faut un peu de contingence. Il faut que la planète qui se forme la plus proche de la ligne des glaces devienne Jupiter, que la deuxième devienne Saturne, que les deux ensemble fassent les bons rapports de masse pour ne pas trop migrer, etc. Donc, si le couple Soleil-Jupiter est une étoile sur 2000, si on y met aussi qu'on veut un Saturne, qu'on veut que Jupiter et Saturne restent après sur des orbites presque circulaires, bon, les probabilités descendent. Donc, ce que je m'attends, ma prédiction à moi, est que les systèmes solaires soient bien moins typiques qu'une étoile sur 2000. En réalité, bon, on est incapable de vraiment mettre un chiffre, mais ça ne m'étonnerait pas que le système solaire existe autour d'une étoile sur 100 000, par exemple. Donc, ceci
évidemment, maintenant, on soulève la question, alors, si c'est si improbable de faire un système solaire et une Terre, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Mais là, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, attention, attention. La probabilité est petite, mais certainement pas nulle, parce que c'est arrivé ici. Donc, si la probabilité était zéro, ça n'arriverait jamais. Donc, le système solaire n'existerait pas. Alors, le système solaire existe, donc la probabilité est peut-être petite, mais certainement pas nulle. Et comme je disais, il y a énormément d'étoiles. Et donc, moi je fais souvent l'analogie avec la loterie nationale. Gagner à la loterie nationale est extrêmement improbable. Quand vous achetez un billet, vous n'y croyez pas, hein, non? Mais vous l'achetez quand même. Mais si toute la nation joue, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Okay. Et donc, si à la loterie de la formation planétaire, toutes les étoiles jouent, il y a certainement, même si la probabilité est petite, vu qu'il y a 100 milliards de joueurs, il y a certainement des gagnants. Et le Soleil n'est sans doute pas le seul gagnant. Mais cette faible probabilité s'est traduite en grande distance. Et encore une fois, l'analogie de la loterie est bonne. Vous connaissez sans doute personne qui ait jamais gagné la loterie nationale. C'est quelqu'un qui est très loin de chez vous. Ce n'est pas un de vos amis, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas votre voisin. Parce que c'est improbable, et donc statistiquement, les gagnants sont loin de chez vous. Et ici, c'est pareil. Si former une planète comme la Terre est un processus de faible probabilité, le Soleil a gagné, les prochains gagnants seront très loin de chez nous. Il y a que 414 étoiles en 30 années-lumière. S'il faut explorer 100 000 étoiles pour trouver le prochain gagnant, il faut aller très très loin. Et ça, c'est le problème. Parce que plus les étoiles sont loin, moins on peut les observer. Les signaux s'estompent comme l'inverse du carré de la distance. Et donc là, la difficulté est vraiment de repérer les bons systèmes planétaires. Et il faudra du temps, peut-être. Ceci peut donc expliquer les fameux paradoxes de Fermi. Donc Fermi avait dit... Mais si c'était si facile de former des planètes habitées, le développement de la vie, et la vie évolue toujours vers des espèces intelligentes, technologiques, un peu comme nous, même si nous, on n'est pas encore capable de voir ces civilisations, les autres, qui ont peut-être 10 000, 100 000 ans de technologie de plus que nous, pourraient se manifester. Et ce paradoxe de Fermi a été appliqué par le programme SETI. Donc, c'est la raison pour laquelle je montrerai des radiotélescopes. Donc, le programme SETI, programme qui existe depuis les années 60, c'est un système de radiotélescopes qui regarde le ciel à la recherche des signaux artificiels. Nous, on envoie des signaux artificiels dans l'espace. Chaque fois qu'on communique avec nos sondes sur Mars, Jupiter ou Saturne, on envoie un signal dans l'espace, ça ne s'arrête pas la sonde, elle continue à aller. Donc, si quelqu'un regarde la Terre, il peut détecter qu'il y a des signaux artificiels qui sortent de la Terre. Donc nous, on regarde les autres étoiles, on les a regardées pendant 60 ans, zéro découverte. Il n'y a pas un seul signal artificiel qui a été détecté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, si les civilisations sont très lointaines, les signaux s'estompent comme l'inverse du carré de la distance. Donc on pourrait simplement rien détecter parce que les signaux deviennent trop faibles quand ils arrivent à la Terre. En plus, il y a peut-être un problème de synchronisme. Donc nous, on envoie des signaux dans l'espace, mais on a envoyé le premier signal dans l'espace avec la première émission radio de Marconi en 1901. Donc le système solaire existe depuis 4,5 milliards d'années, et nous, on envoie des signaux dans l'espace depuis 100 ans. Et en fait, des vrais signaux depuis le début de l'ère spatiale, donc depuis les années 60, donc depuis 60 ans. Donc 60 ans par rapport à 4,5 milliards d'années, c'est rien du tout. Alors maintenant, combien de temps on va perdurer? Voilà, j'en sais rien, hein, avec tous les bouleversements qu'on est en train d'acter sur la planète. C'est vraiment difficile de savoir. Mais même si une civilisation pourrait perdurer, je ne sais pas, 100 000 ans, que nous sommes une éternité, 100 000 ans par rapport à 4,5 milliards d'années, c'est vraiment une petite parenthèse. Donc pas seulement la vie pourrait être rare et donc très distante, mais en plus si la civilisation ne dure pas très longtemps par rapport à la vie du système planétaire, la probabilité de capter des signaux artificiels d'une autre civilisation est très très faible. Donc je pense que ceci explique en plein les paradoxes de Fermi. Bon, mais là vous direz, quelle dépression, mais tu es trop géocentrique, tu es trop planéto-géocentrique. Peut-être, ce n'est pas du tout la Terre qu'il faut regarder. La Terre est rare, on te croit, d'accord, mais peut-être la vie est capable de se développer ailleurs, dans d'autres mondes très différents du nôtre, et qui donc peut se retrouver beaucoup plus fréquemment autour d'autres terres. Très vrai, c'est une question légitime à poser, et c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Et en particulier, si on veut chercher la vie sur des mondes exotiques,
les super-terres, et en particulier les super-terres habitables, semblent être les meilleurs candidats. Donc, comme je vous ai dit au début, les super-terres sont des planètes d'une taille un peu plus grande que la Terre. Maintenant, on commence même à découvrir des super-terres qui sont de taille terrestre, mais on continue à les appeler super-terres, mais qui sont typiquement plus près à l'étoile centrale par rapport à Vénus et la Terre. Elles sont typiquement rocheuses. Parfois, elles ont une atmosphère autour, mais sont essentiellement rocheuses. Celles qu'on peut mesurer rayon et masse par les deux techniques que j'ai décrivées au début montrent que les densités sont comparables à la densité de la Terre. Ces super-terres souvent forment des systèmes planétaires, des mini-systèmes planétaires. Ont des orbites assez coplanaires, ont des orbites assez circulaires, donc rassemblent en tout pour tout un peu à notre système des planètes telluriques. Là, vous avez une représentation d'un système qui est découvert par les satellites Kepler. Donc là, vous avez 5 super-terres. Les orbites, ici, sont dessinées à l'échelle par rapport aux orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et donc, vous voyez que 3 planètes sont vraiment très proches de l'étoile centrale, mais 2 ont des distances comparables à Mercure et Vénus. Et les tailles des dessins sont à l'échelle par rapport aux rayons de Vénus et la Terre. Donc, vous voyez, c'est plutôt des super-terres plus grands que la Terre, à part celui-là, qui est plutôt un super-Mars. Et il y en a pas mal de systèmes de ce type. Comme je disais, à peu près 50% des étoiles ont des systèmes de ce type. Donc, elles pourraient être les bonnes planètes pour héberger de la vie. Bon, pour héberger de la vie, il faut une condition nécessaire. Il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Tous les biologistes nous disent ça. Ce n'est pas nous les astronomes que nous allons les disputer sur ce terrain. Pour avoir de l'eau liquide, il faut être à une bonne distance par rapport à l'étoile centrale. Parce que si vous êtes trop près de l'étoile centrale, évidemment, on fait une chaleur monstre. Donc, la température est trop élevée. L'eau de vos océans va s'évaporer. Et vous allez avoir une planète sec avec une atmosphère épaisse de vapeur d'eau, comme les cas de Vénus. Bon, après, les vapeurs d'eau sur Vénus s'est échappé, mais au départ, c'était ça. Et si vous êtes trop loin, il fait trop froid parce que votre étoile est toute faible, et donc l'eau gèle, et vous n'avez pas l'eau liquide. Et les bactéries et les êtres vivants savent quoi faire de la glace. Elles veulent l'eau liquide. Donc, il faut être à une bonne distance à l'étoile centrale. Et il y a un régime de distance dans lequel une planète peut avoir de l'eau liquide à la surface. Exactement où est-ce qu'il faut être dépend de l'atmosphère que la planète a et de sa composition. La Terre, on est en plein dedans, on est en pleine zone habitable. Alors, dans les premiers milliards d'années du système solaire, le Soleil était plus faible, donc il faisait plus froid. Mais la Terre avait une atmosphère très riche en CO2, et CO2 un gaz à effet de serre, et à l'époque était vraiment utile pour garder toute la chaleur que la Terre pouvait recevoir du Soleil faible et permettre l'eau liquide sur la Terre. Au fur et à mesure que le Soleil s'est chauffé, y a une dynamique atmosphérique et géologique, vous l'entendrez dans la dernière conférence sans doute de l'après-midi, qui a progressivement diminué la quantité de CO2 et stabilisé le climat terrestre pour qu'il y ait toujours de l'eau liquide à la surface. Le Soleil continue à augmenter en luminosité, et donc la zone habitable se déplace vers l'extérieur. Et donc d'ici, je pense, 2 milliards d'années, si je m'abuse, en fait, la Terre va sortir de la zone habitable et va rentrer dans une région trop chaude. Et là, il n'y aura rien à faire. Les thermostats climatiques ne pourront pas rattraper la chose, donc la Terre va devenir inhabitable d'ici à 2 milliards d'années. Et donc, ça, c'est un réchauffement cosmique. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement actuel qui est anthropique. Là, on parle de milliards d'années, pas de décennies, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y a d'autres planètes super-Terre qu'on a découvertes dans la zone habitable? Alors, la zone habitable, la localisation de la zone habitable dépend de l'étoile autour de laquelle on est. Comme je vous disais, il y a des étoiles qui sont très massives et sont très brillantes, donc la zone habitable doit être assez loin parce que l'étoile est très chaude. Mais il y a des étoiles qui sont très faibles, donc très peu brillantes, et donc la zone habitable doit être très proche, parce que vous êtes autour d'une chandelle, en gros. Et donc, la localisation de la zone habitable, en fonction de la masse de l'étoile, a cette allure-là, loin autour des étoiles massives, une unité astronomique autour d'une étoile de type solaire, c'est là qu'il y a la Terre, Vénus est trop près, Mars est trop loin, mais si vous allez vers des étoiles de petite masse, la zone habitable arrive très près de l'étoile centrale, vers les 10e d'unité astronomique. Et ça tombe bien, parce que c'est vers la 10e unité astronomique qu'il y a plein de super-terres. Et alors, donc, les super-terres qu'on observe aujourd'hui
autour d'étoiles de type solaire ou d'étoiles plus massives sont certainement pas habitables. C'est pas là qu'il faut chercher la vie parce qu'il fait trop chaud. Mais on découvre aussi beaucoup de super-terres autour d'étoiles de faible masse. Et la France est très bien placée. On a même développé un spectrographe infrarouge sur les télescopes français à Hawaï pour en découvrir davantage. Et celles-là, donc, sont en pleine, on les voit, on les découvre, sont en pleine zone habitable s'ils sont en orbite autour d'étoiles de faible masse. Et on en connaît déjà pas mal. Par exemple, il y a le système TRAPPIST-1, découvert par des collègues belges. Il se trouve autour d'une étoile qui fait un quart de la masse du Soleil. Si je me souviens bien, il y a 7 planètes. De ces 7 planètes, 3 sont dans la zone habitable. Donc, a priori, s'il y a de l'eau, s'il y a de la vie, là, on pourrait avoir un système planétaire, à différence de notre système solaire, où il y a de la vie sur des multiplanètes. On pourrait imaginer des voyages interplanétaires pour aller voir ses proches, etc. Bon, l'étoile la plus proche de chez nous, Proxima Centaure, Proxima du Centaure, aussi une étoile de très faible masse, elle a une super-Terre en zone habitable. Et c'est l'étoile la plus proche de chez nous, seulement à 4 années-lumière de chez nous. En principe, on pourrait même visiter. Il y a des projets de pouvoir envoyer des nanosatellites propulsés par faisceau laser. Ces nanosatellites peuvent voyager à la moitié la vitesse de la lumière. Et donc, en l'espace de 10 ans, disons, c'est long, mais quand on va voir Pluton, on met plus de 10 ans, pourrait effectivement atteindre cette planète extrasolaire habitable pour voir ce que c'est. Donc, on peut rêver, hein, on peut rêver. D'autre côté, c'est pas sûr que toute planète dans la zone habitable soit vraiment habitable. Il y a pas mal d'os. L'existence d'eau liquide, en fait, c'est cette distance magique à l'étoile qui pourrait permettre l'eau liquide est une condition nécessaire, mais pas vraiment suffisante. Il y a d'autres problèmes. Par exemple, ces planètes, donc très proches des étoiles de faible masse, pourraient être en zone habitable, vu qu'elles sont très proches à leurs étoiles, sont très soumises aux forces des marées. Et donc, comme la Lune, puisque elle est très soumise aux forces de marée terrestres, nous montre toujours la même face, mais ces planètes-là montrent toujours la même face à l'étoile. Donc on a beau dire qu'en moyenne, c'est la bonne température pour avoir l'eau liquide, mais en fait, il y a un hémisphère qui fait tout le temps jour, tout le temps chaud, et l'autre hémisphère qui fait tout le temps noir, tout le temps froid. Donc, où est-ce que la vie peut se développer? Au terminateur, peut-être, hein, en transition, là, entre la partie où il fait trop chaud ou la partie où il fait trop froid. Ou peut-être, si ces planètes ont des atmosphères suffisamment denses, avec des grands vents qui réhomogénisent la température. Dans ce cas-là, il faudra être plutôt rasmote, hein, parce que les vents vont être vraiment très violents, rien à voir avec les vents terrestres. Mais bon, pour dire que ce n'est pas simplement parce qu'on est en zone habitable qu'il faut s'imaginer un océan, des cocotiers, des plages et la belle vie. Il y a des difficultés. Ces étoiles de faible masse, en plus, pas seulement en faible luminosité, mais sont très actives, émettent beaucoup de rayons UV et X. Et donc, si vous êtes là, très près de ces étoiles, vous prenez des doses de rayons X très violentes, hein, rien à voir avec nos radios à nous. Et donc, est-ce que la vie peut se développer dans un tel milieu? Ce n'est pas clair du tout. La composition compte. Moi, j'accélère un peu, j'ai un peu en retard, mais la composition compte. Parce qu'on dit, bon, il faut de l'eau. OK, et l'eau, il faut l'avoir. C'est pas évident non plus qu'une planète qui se forme près d'une étoile ait de l'eau. L'eau doit venir par le biais d'un certain bombardement ou alors par migration. La planète s'est formée plus loin, était riche en glace, a migré, elle a beaucoup, et du coup, elle a beaucoup d'eau. Mais il faut avoir de l'eau, mais pas trop. Parce que en gros, sur Terre, nous avons une quantité d'eau qui est très petite, c'est 0,02% de la masse de la Terre. Et donc, dans ces conditions-là, l'eau se met en surface, on a 4 km de couches océaniques à la surface de la Terre, tout va bien. Si vous avez une super Terre, donc un peu plus grand que la Terre, disons un rayon qui fait 1,6 fois le rayon de la Terre, mais l'eau existe, mais n'est pas trop, donc moins d'1%, vous avez à peu près la même chose. Vous aurez un océan superficiel, si vous êtes en zone habitable, tout va bien. Mais si vous avez beaucoup plus d'eau, plus qu'1%, donc par exemple, vous êtes une planète qui migre de la ligne de glace, qui arrive donc avec son grand bagage d'eau, il y a 20% de masse en haut. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un océan superficiel qui est immense, qui est très, très profond. Bon, déjà, vous n'aurez pas de terres émergées, donc c'est ce qu'on appelle une planète océan. D'accord. Mais il y a une autre difficulté. Un océan très profond a une énorme pression à sa base. Parce que vous savez, quand vous faites de la plongée, vous descendez de 10 mètres, c'est déjà une atmosphère de plus. Donc, si vous avez un océan qui fait 50 km de profondeur parce que vous avez beaucoup d'eau, à la base de cet océan, il y a une pression gigantesque.
Et l'eau à haute pression, elle gèle. Donc il y a deux façons de faire de la glace. L'une est refroidir l'eau, ce qu'on fait dans les congélateurs. Alors c'est une glace légère qui flotte, les glaçons. Mais l'autre possibilité est compresser l'eau. Et là, vous avez de la glace à haute densité qui ne flotte pas du tout et se dépose au fond. Donc dans ces conditions-là, vous avez un océan liquide à la surface, parce que vous êtes en zone habitable, et une grosse couche de glace en dessous qui sépare l'océan liquide du manteau et de la croûte. Et ça, c'est un problème, parce que l'eau en soi, elle est stérile. Quand on dit « ah, l'eau, il faut l'eau pour la vie », oui, il faut l'eau pour la vie, avec les sels minéraux. Les sels minéraux viennent de l'érosion du sol, viennent de l'érosion des continents, du fond marin. Mais si l'eau est isolée du fond et de la croûte et du manteau par cette glace, il n'y a pas de communication. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. On sait par exemple qu'il y a un satellite de Jupiter, Ganymède, qui a exactement cette structure. Bon, il n'a pas un océan en surface parce qu'il est loin, donc il n'est pas en zone habitable, donc il y a une banquise. Mais en dessous de la banquise, il y a un océan liquide. Mais en dessous de l'océan liquide, il y a un océan gelé. Et cet océan gelé sépare l'océan liquide du manteau et du noyau du satellite. Et donc, dans ces conditions-là, c'est difficile d'imaginer l'émergence de la vie. Il faut vraiment que l'eau liquide soit en contact avec les roches, comme c'est le cas dans Europa, comme c'est le cas dans Encelade. Donc, il faut que ces super-terres en zone habitable aient un peu d'eau, mais pas trop. Après, il y a une histoire de timing. Parce que si ces planètes, ces super-terres se forment très vite, dans les disques de gaz, elles migrent dans ces disques, etc., c'est très probable qu'ils aient capturé une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, un peu comme Uranus et Neptune, un peu comme des mini-planètes géantes, donc sont plus comme des mini-planètes géantes que des planètes telluriques. Et même s'ils sont en zone habitable, donc ils ont de l'eau liquide en surface, donc peut-être il y a de la vie qui se développe, jusqu'où peut aller cette vie? Par exemple, c'est impossible d'oxygéner une atmosphère comme celle-ci, parce que dès que des phytoplanctons produisent de l'oxygène, comme ce fut le cas sur la Terre, cet oxygène se libère dans l'atmosphère, mais sur Terre, il s'accumulait dans l'atmosphère, a oxygéné l'atmosphère, ce qui a permis l'existence après des organismes qui font la respiration cellulaire. Mais dans une atmosphère qui est riche en hydrogène, dès que vous libérez l'oxygène, il se combine avec l'hydrogène et forme de l'eau. Donc c'est impossible d'oxygéner cette atmosphère-là. Donc là, vous aurez que des bactéries qui font de la photosynthèse et jamais des formes de vie plus développées qui ont besoin de la respiration cellulaire. Donc une vie très très primitive, très très primaire. Pour finir, et vraiment cette fois pour finir, comme je vous disais, la Terre a bénéficié d'une stabilité climatique et qui a permis à la Terre de perdurer habitable et habitée sur les milliards d'années, au dépit du fait que le Soleil se réchauffe sans cesse. C'est le cycle du carbone, donc le CO2 va dans l'atmosphère, mais s'il fait trop chaud, l'eau commence à évaporer, l'atmosphère devient plus riche en vapeur d'eau et les précipitations augmentent. Les précipitations emportent une partie du CO2 dans les pluies acides, elles déposent au sol. Et les CO2, les eaux acides interagissent avec les carbonates et créent donc des minéraux qui piègent le carbone et qui vont descendre au fond des océans. Et après, la tectonique des plaques amène ce carbone en profondeur terrestre. Et une partie de ce carbone remonte après dans l'atmosphère par le biais du volcanisme. Donc, cette stabilité climatique dont a bénéficié la Terre est vraiment due à cette tectonique des plaques et volcanisme. Or, la Terre est la seule planète que nous connaissons qui a ça, qui a une tectonique des plaques. Vénus n'a pas de tectonique des plaques, Mars n'a pas de tectonique des plaques, et donc ces planètes sans tectonique des plaques n'ont aucune stabilité climatique. À quoi est due la tectonique des plaques terrestres? On ne sait pas. Et est-ce que les super-terres peuvent avoir une tectonique des plaques? On ne sait pas non plus, parce qu'on ne comprend pas très bien, par exemple, pourquoi Vénus n'a pas une tectonique des plaques. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier avant de pouvoir dire qu'une planète est vraiment habitable. Et donc, il faut méfier quand il y a des grandes annonces dans la presse, une planète habitable a été découverte, etc. Ça veut dire juste que c'est une planète dans la bonne zone où, en théorie, l'eau liquide peut être en surface. Mais il y a tous ces autres problèmes dont je voulais évoquer ici à prendre en compte et dont il faut s'assurer. Et donc, quand on découvre ces planètes intéressantes, en conditions habitables, ce sont des bons candidats à explorer, mais après, il faut les caractériser en profondeur. Donc, voilà mes conclusions. On est certain aujourd'hui que presque toutes les étoiles sont entourées des planètes. Giordano Bruno avait raison. Il y a la pluralité des mondes. Si par monde, on entend planète. Mais le système solaire n'est pas du tout le système planétaire typique, il est même rare.
Donc déjà, du point de vue observationnel, on peut dire qu'il est plus rare qu'un cas sur 2000, mais probablement beaucoup plus rare. Les super-Terres, autour des étoiles de faible masse, sont pour le moment les meilleurs candidats pour être des planètes habitables, entre guillemets, ça veut dire que dans la bonne zone pour pouvoir théoriquement abriter de l'eau liquide en surface. Et effectivement, il y a une super-Terre terrestre, des super-Terres habitables très proches de chez nous, seulement 4 années-lumière, on pourrait les voir bientôt, avant la fin du siècle. Mais il n'est pas du tout sûr que les super-Terres habitables soient vraiment adaptées au développement de la vie. Il y a beaucoup d'autres choses à s'assurer, donc il faut caractériser ces planètes. Et donc la recherche continue, et en particulier, il y a 2 grands instruments qui vont être lancés très prochainement, le télescope James Webb, en décembre, croisons les doigts, et les satellites de l'Agence spatiale européenne Ariel, qui est vraiment un satellite dédié à l'étude de l'atmosphère des exothermes. Et ensuite, l'Agence spatiale européenne va lancer les satellites Plateau, qui, lui, cherchera à découvrir des nouvelles planètes par la méthode des transits, mais des planètes plus petites, des tailles terrestres, autour d'étoiles solaires et à une distance comparable à la distance Terre-Soleil. On n'en connaît aucune aujourd'hui. Ces planètes-là seront peut-être plus propices, s'il existe, nombreuses, seront peut-être plus propices à avoir de la vie, parce qu'elles ne seront pas verrouillées par marée à l'étoile centrale, ne seront pas si bombardées de rayons X comme les étoiles proches les planètes proches des étoiles de faible masse, et tous les problèmes dont je vous ai parlé ici, probablement seront moins importants. Et après, il faut se souvenir que même si toutes les conditions sont réunies pour l'émergence de la vie, comment on passe de la chimie organique à la vie reste pour le moment mystérieux. Personne n'a jamais réussi à reproduire les processus, même en laboratoire. Et donc là aussi, il y a une certaine contingence, sans doute, à évaluer. Est-ce que ça peut arriver toujours une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 1000? Et là aussi, c'est une probabilité qu'il faudra multiplier avec la probabilité que la bonne planète se forme à la bonne distance, etc. Donc, ma conclusion, mon impression est que la vie certainement existe ailleurs, vu l'extension de la galaxie et le nombre de galaxies dans l'univers, mais elle est probablement loin de chez nous. Donc, merci beaucoup. Et je vous laisse sur cette diapo. C'est une visite virtuelle de l'observatoire où je travaille. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez consulter.